Au début de la guerre en Ukraine, les forces aérospatiales russes, disposaient d'environ 780 avions de combat tactique contre environ 125 pour l'Ukraine. C'était un avantage numérique de 5 contre 1, appuyé par l'une des forces aériennes les plus redoutées. Passons à la fin de 2025. Et non seulement la Russie n'a pas réussi à obtenir la supériorité aérienne sur l'Ukraine lors des premières semaines de la guerre, mais ses industries aéronautiques, militaires et civiles se dirigent désormais vers ce que les experts qualifient d'effondrement inévitable. Selon des analyses récentes, cet effondrement pourrait devenir indéniable dès 2026. Ce n'est ni de l'hyperbole ni un vœu pieux. Plusieurs évaluations indépendantes de groupes militaires, de renseignements et d'analystes du secteur aboutissent à la même conclusion alarmante. La Russie est en train de manquer systématiquement d'avions, de la capacité d'en produire de nouveaux, et même des ouvriers qualifiés nécessaires pour maintenir les appareils existants en état de vol. Alors examinons précisément comment la Russie est passée d'une supposée suprématie aérienne à une catastrophe potentielle dans l'aviation en moins de 4 ans. En novembre 2025, l'Institut royal des services unis a publié une analyse approfondie qui a provoqué une onde de choc dans les milieux de la défense. Vulnérabilité dans la production de Sukhoi. Intitulé « Couper les ailes de la Russie », le rapport a révélé à quel point la fabrication d'avions militaires russes est devenue fragile. Voyons les chiffres bruts. La Russie n'a fabriqué que 9 Su-34 en 2022-13 en 2023 et vise seulement 17 en 2025. En ce qui concerne les chasseurs de supériorité aérienne Su-35, la Russie en a commandé 12 en 2024. Mais n'a réussi à en livrer que 10. L'objectif pour 2025 est de 16 Su-35, mais les livraisons ont été réparties de manière inégale, ce qui suggère des retards importants. Pour mettre cela en perspective, le renseignement en source ouverte hors X a confirmé la destruction de 41 Su-34M et jusqu'à 8 Su-35 visuellement, jusqu'en octobre 2025. Selon l'évaluation de 2024 de la Rand Corporation, la Russie perdait chaque année 26 appareils à cause de la surutilisation. Pendant ce temps, la Russie n'acquiert actuellement qu'environ 20 avions Su-30, Su-34 et Su-35 au total par an, toutes versions confondues. Ainsi le pays remplace à peine ce qu'il perd, sans même parler d'élargir sa flotte. La crise réelle vient de la cause de la baisse de production. Le rapport de Rossi révèle que la fabrication d'avions en Russie dépend fortement de composants étrangers, de machines-outils et d'équipements spécialisés, répartis dans une chaîne d'approvisionnement complexe. La production de Sukhoi dépend en général des importations d'Allemagne, France, Japon, Taïwan, Italie, Suède, Corée du Sud et États-Unis. Prenons l'exemple de Karachevsky Zavod Elektrodetal, ou Karachevsky Zavod Elektrodetal qui est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement russe et qui produit des pièces de précision et des composants pour l'industrie électronique. Une seule usine, basée à Karachev, fournit ces composants de haute précision à plus de la moitié des principaux fabricants de l'industrie militaire russe, y compris les fabricants d'aviation, de défense aérienne et de missiles tels qu'Almaz, Antey et OAC elle-même. L'atelier de l'usine est rempli de machines-outils d'électroérosion SODIC fabriquées au Japon. Mais le Japon a interdit l'exportation de toutes les machines commandes numériques par ordinateur vers la Russie en avril 2023 et a élargi ses restrictions en février 2024. Les machines SODIC chez Karachevsky. Zavod Elektrodetal garantissent une précision pendant seulement 10 ans et ils ont reçu cet équipement en 2017. Cela signifie que dans les prochaines années, ces machines essentielles auront besoin de pièces de rechange ou d'un remplacement complet, que la Russie ne peut plus obtenir légalement. Ensuite, il y a la fuite des cerveaux. En 2021, l'âge médian des employés de la fabrication militaire en Russie était de 45 ans, avec seulement 16 employés de moins de 29 ans. Prenez le professeur Yuri Yukonov, de l'Université fédérale du Sud, qui est un éminent spécialiste des antennes et des dispositifs de transmission radio. À 73 ans, il travaille en étroite collaboration avec O, AC et la branche R&D de Sukhoi. Son fils Alexandre a obtenu un doctorat en ingénierie radio et logiciel dans la même université. Il a rapidement émigré aux États-Unis en 2007 où il est aujourd'hui ingénieur logiciel principal chez Meta. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général.
Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Ce schéma se répète dans tout le secteur aérospatial russe. La plupart des talents viennent de l'ancienne garde soviétique, formés dans les meilleures universités, et ayant profité de l'industrie florissante pour décrocher un emploi durable. Mais les jeunes ingénieurs talentueux voient les signes avant-coureurs. Le professeur d'université russe moyen ne gagne qu'environ 1302 € par mois, certaines sources abaissant même cette moyenne, et la plaçant derrière le Kazakhstan voisin, en termes de parité de pouvoir d'achat, sans même parler des institutions occidentales. Pendant ce temps, les travailleurs de l'industrie de la défense russe font face à des pénuries allant de 160 000 à 400 000 ouvriers et ingénieurs, les estimations les plus prudentes, suggérant qu'il faudrait 80 000 ingénieurs, rien que pour maintenir les niveaux de production actuels. Peut-être le plus accablant, la Russie. Le rapport note que la Russie a eu du mal avec la substitution des importations dans le secteur de l'aviation, malgré les initiatives gouvernementales visant à remplacer les composants occidentaux par des alternatives nationales. Les résultats ont été au mieux mitigés dans de nombreux domaines clés. La Russie dépend de plus en plus des systèmes étrangers, au lieu de réduire cette dépendance. Alors que l'aviation militaire russe est en difficulté, son industrie aéronautique civile connaît une implosion encore plus spectaculaire en 2022. Peu après le début de l'invasion, le gouvernement russe a affirmé vouloir acquérir plus de 1000 avions civils pour les compagnies aériennes d'ici 2030. Le plan prévoyait la production de 14 avions d'ici la fin 2022-25 en 2023 et 69 en 2024. Mais au cours des 3 années de guerre, les usines russes n'ont produit que 5 avions civils. Pas 5 par an, 5 au total. En 2025, la Russie n'avait livré qu'un seul avion commercial sur 15. Les objectifs de production prévus ont été réduits de 171 avions pour 2024. 2025 à seulement 21 unités, et même ces objectifs révisés sont à nouveau revus à la baisse en raison de difficultés de financement. La situation est devenue si critique qu'en 2025, le gouvernement a réduit les dépenses pour la production d'avions à cause des retards et problèmes de fabrication. La raison en est assez simple, car les sanctions ont essentiellement étranglé l'industrie. La flotte civile de la Russie se compose de plus de 700 avions, principalement des modèles Airbus et Boeing, les sanctions occidentales bloquant l'accès aux avions fabriqués à l'étranger et aux pièces détachées. Depuis 2022, les compagnies aériennes russes dépendent désormais de routes d'importation indirectes et complexes du marché gris pour se procurer des composants essentiels. Les conséquences sont déjà visibles, non plus seulement dans le ciel, mais aussi au sol. Jusqu'à 30 compagnies aériennes ont déclaré fin 2024 qu'elles pourraient faire face à une faillite potentielle en 2025, ce qui représente environ 26% du transport de passagers en Russie. Cela signifie qu'un quart de la flotte est cloué au sol et que le reste doit compenser ce manque. Et les autres compagnies ne sont pas beaucoup mieux loties, car le gouvernement russe essaie constamment d'augmenter les impôts des entreprises pour renforcer son budget. Les petites entreprises sont les dernières concernées. Et bientôt les gros poissons seront aussi davantage taxés pour compenser. Les problèmes de production reflétaient ceux du secteur militaire. Même lorsque la Russie tente de construire des avions produits localement comme le Superjet 100, elle dépend fortement des composants occidentaux, notamment les moteurs franco-russes, Powerjet SAM 146 et des modules avioniques essentiels. Les experts préviennent que sans nouvelles pièces occidentales, la flotte de Superjet reste confrontée à des problèmes de fiabilité croissants. Cependant,
La Russie a récemment prolongé la durée de vie des moteurs SAM, 146, permettant à l'avion de rester en service jusqu'en 2028-2029 environ, tandis que Moscou évalue un éventuel remplacement des moteurs par le PD-8. Tout d'abord, les deux secteurs sont des filiales de la même société contrôlée par le gouvernement. La United Aircraft Corporation, ou OAC, supervise la production de tout, des chasseurs Su-35 aux avions de ligne. 214 des avions de transport militaire Ilyushin, 76 aux jets commerciaux MC-21. Lorsque l'OAC a annoncé vouloir augmenter la production de chasseurs Sukhoi de 30, elle a simultanément annoncé son intention de licencier 1500 cadres. Elle transférait en fait la gestion et les budgets d'un service à un autre. Ensuite, ils se cannibalisent pour les pièces détachées et les chaînes d'approvisionnement, en Russie comme à l'international. Les pièces détachées, installation de maintenance et technologie des avions ne sont pas clairement distinguées entre le militaire et le civil. L'industrie russe a été surprise à utiliser des pièces d'avions civils pour réparer des avions militaires, et l'inverse. Les machines-outils, chez Karatchevsky, Zavod, Electro, Detal, dont nous avons parlé plus tôt, produisent des composants à la fois pour l'avionique militaire et pour les systèmes de vol civils. Lorsque ces machines tombent en panne ou doivent être remplacées, la pénurie se répercute sur les deux secteurs. Troisièmement, quand les usines ferment ou manquent de ressources, d'autres doivent être réaménagées pour produire à la fois des pièces d'avions civils et militaires. Cela accentue la pression sur des ressources déjà limitées. Une usine de métallurgie ne peut pas aisément passer des alliages de titane du Su-35 aux composants d'avions de ligne commerciaux. Mais de plus en plus, c'est exactement ce que la Russie exige. Et lorsque le gouvernement russe exige un contrat, il obtient ce contrat. Sinon, la direction risque des poursuites pénales et la prison pour non-respect. Une autre théorie suggère que le gouvernement russe appliquerait une stratégie de sacrifice périodique, réduisant la productivité d'une industrie pour en soutenir une autre. Puis, il fait marche arrière quelques mois plus tard. La logique est simple. La Russie a besoin de l'aviation civile pour assurer la connectivité interne sur son vaste territoire et projeter une image de normalité à sa population. Elle a aussi besoin de l'aviation militaire pour poursuivre la guerre en Ukraine et maintenir sa dissuasion stratégique quand les ressources sont trop limitées pour entretenir les deux. Les planificateurs russes semblent apparemment croire qu'ils peuvent jongler avec les priorités. Augmenter la production militaire pour une offensive décisive, puis, un an plus tard, revenir à la production civile lorsque le transport aérien intérieur devient trop dysfonctionnel. Mais cette approche échoue sur les deux fronts. Il n'y a pas assez d'argent pour soutenir les deux industries, puisqu'aucune ne génère vraiment de revenus. Considérez la crise de la main-d'œuvre. L'usine Obiedinenaya, Dvigatelostroitelnaya, Korporacja, UMPO, de la United Engine Corporation à Ufa, produit des moteurs pour les avions militaires, Sukhoi. Mais les universités et les écoles techniques de la même région forment également des ingénieurs pour l'aviation civile. Quand de jeunes ingénieurs émigrent pour fuir la conscription, les deux secteurs pâtissent quand l'armée offre des salaires élevés pour attirer les employés des fabricants civils. Cela ne fait que redistribuer un vivier de talents en diminution. L'usine d'avions Aviastar à Ulyanovsk a également connu un déficit de main-d'œuvre de 2500 travailleurs en janvier 2024. En avril 2024, ce déficit était passé à 3500. Cette usine produit à la fois des avions de transport militaire et participe à des projets d'aviation civile. Avec la production paralysée, la Russie doit faire attention à la façon dont elle utilise la flotte existante, et c'est là que les problèmes commencent vraiment à s'accumuler. La doctrine de l'aviation militaire russe, selon l'Institut français des relations internationales, n'a jamais prévu d'opérations de domination aérienne généralisées et durables. Les avions russes sont principalement conçus pour dissuader les incursions, fournir un appui aérien rapproché à l'infanterie mécanisée, et cibler des positions ennemies vitales afin de les affaiblir avant les assauts terrestres. Cette doctrine a bien marché en Géorgie, en Crimée et en Syrie, mais l'Ukraine est différente. La guerre a duré bien plus que prévu par les planificateurs russes, et ces avions accumulent des heures de vol risquées. Comme l'a rapporté la Rand Corporation en mars 2024, l'armée de l'air russe volait à moins de 75% de sa capacité d'avant-guerre. Au départ, les forces russes réalisaient plus de 150 sorties quotidiennes, poussant les avions anciens à leurs limites. C'est le problème de la perte imputée. Un avion conçu pour un certain nombre d'heures de vol voit son risque de défaillance augmenter,
et sa disponibilité future diminuer s'il dépasse ce seuil. La plupart des chasseurs forces aérospatiales russes opérant au-dessus de l'Ukraine sont les nouveaux Sukhoi 30, 34 et 35, mais selon Rand, un peu plus de la moitié des appareils tactiques des forces aérospatiales russes ont plus de 30 ans. Ce sont surtout de vieux Sukhoi 27 MiG-29 et premières variantes du Sukhoi 30 avec bien moins d'heures de vol restantes dans leur durée de service. Les MiG-31 et Sukhoi 27 sont désormais limités au soutien des frappes et à la patrouille aérienne à distance. Avec une durée de vie estimée du fuselage restante de moins de 20 et 35 ans respectivement. Ces anciens appareils n'ont tout simplement pas assez d'heures restantes pour des opérations de combat soutenues. Les MiG-29 russes dédiés à la chasse sont absents du conflit, même lors des patrouilles aériennes. Compte tenu de leur âge, ces appareils sont soit hors service, soit maintenus en réserve pour une hypothétique mission finale. Ils sont de toute façon inutiles. La réponse de la Russie à cette crise a été de transformer radicalement sa manière d'utiliser les avions. Voici la révolution des bombes planantes. En 2023, la Russie a lancé la production en série des kits UMPK, des modules de guidage avec ailes qui transforment d'anciennes bombes à gravité en munitions de précision longue portée. Ces bombes, allant de la bombe aérienne de fabrication 500 jusqu'à l'énorme bombe aérienne de fabrication 3000, peuvent planer jusqu'à 65 km après avoir été larguées. Cette stratégie a permis aux avions russes d'attaquer tout en restant protégés par leur défense aérienne, fonctionnant parfaitement selon la Russie, plutôt que d'exposer les chasseurs aux défenses aériennes ukrainiennes rapprochées. Les pilotes russes pouvaient désormais larguer des bombes planantes à distance et rentrer aussitôt en sécurité. Cela a considérablement réduit les pertes d'appareils tout en maintenant, voire en augmentant, leur puissance de feu destructrice contre les positions ukrainiennes. La Russie a largué plus de 5000 bombes planantes en avril 2025, 3786 en juillet et 4390 en août. La production de kits UMPK est passée de plusieurs milliers en 2023 à 40 000 en 2024 avec un objectif de 70 000 pour 2025. Voici le point crucial. Les bombes planantes limitent l'exposition aux défenses aériennes, mais pas les heures de vol. Chaque sortie nécessite toujours le décollage, le transit vers la zone de lancement, l'armement, le largage et le retour à la base. Les avions subissent toujours une certaine usure. La Russie a élaboré une adaptation tactique qui masque sans résoudre le problème stratégique de l'épuisement des cellules d'avion. Elle effectue des missions un peu plus sûres, mais elle continue de manquer d'avions. L'Ukraine a aussi repéré une faille clé dans la stratégie russe axée sur l'aviation, la production des bombes planantes, que les avions russes larguent en sécurité relative. Les kits de guidage UMPK demandent une fabrication spécialisée, surtout la série Cometa de modules Système mondial de navigation par satellite anti-brouillage, produit par le VNIIR. Les avancées à Tcheboksary et Moscou portent sur des composants essentiels présents sur les deux sites. Les drones Shahed qui volent quotidiennement vers l'Ukraine, et les bombes planantes qui déciment les positions défensives ukrainiennes. La région GNPP, basée à Moscou, fabrique la plupart des bombes planantes utilisées par les avions Sukhoi. Ces installations dépendent de composants de précision de sociétés comme Karatchevsky Zavod Electro-Detal mentionnés précédemment. La chaîne d'approvisionnement, bien que répartie, présente des points d'étranglement identifiables. L'Ukraine a démontré une capacité croissante à frapper en profondeur sur le territoire russe. L'opération Toile d'araignée, en juin 2025, aurait endommagé ou détruit 41 avions militaires à l'usine d'aviation de Kazan lors d'une série d'attaques audacieuses de drones. Ces frappes, d'abord expérimentales, visent désormais systématiquement le complexe militaro-industriel russe. Si l'Ukraine continue de frapper les sites de production de bombes planantes, les conséquences toucheraient toute la campagne aérienne russe, la Russie larguant plus de 5000 bombes planantes par mois. Une baisse de 30 à 40% de la production affaiblirait fortement les capacités offensives russes dans des secteurs clés comme Pokrovsk, touchés par jusqu'à 450 bombes planantes par semaine. Un dilemme se pose pour l'Ukraine. Chaque drone envoyé contre les usines de bombes planantes n'attaque pas les raffineries de pétrole. La campagne ukrainienne contre l'infrastructure pétrolière russe a mis hors service 20% du raffinage russe. La baisse de la production a forcé une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée et poussé Moscou à réorienter rapidement les programmes sociaux vers les complexes militaro-industriels. L'économiste russe
Vladislav Inozemtsev a qualifié les frappes sur le pétrole d'action la plus efficace de l'Ukraine contre la machine de guerre russe. Les bombes planantes tuent actuellement des soldats ukrainiens. Elles détruisent des positions défensives construites en mois, obligeant les unités ukrainiennes à se déplacer dans des champs ouverts et à devenir des cibles plus faciles. Comme l'ont indiqué les analystes Nikolai Stikov et Jack Watling dans leur rapport sur la Russie, en raison du nombre de sous-composants de précision nécessaires à l'assemblage des avions de chasse, même de légers retards et perturbations dans la production ont un impact considérable en freinant l'accélération de la production d'aéronefs. Ce principe vaut aussi pour les bombes planantes. Des frappes ciblant les bonnes usines pourraient créer des goulets d'étranglement durant des mois. Ces mois pourraient permettre aux défenses ukrainiennes de se stabiliser, contre-attaquer et modifier la dynamique du champ de bataille. Le compromis est clair, mais douloureux. Frapper la production de bombes planantes pourrait sauver des vies et des positions en 2025 et 2025. Continuer à frapper les raffineries pourrait provoquer l'effondrement de l'économie russe et forcer la fin de la guerre d'ici 2027. Chaque décision stratégique exige de choisir entre un soulagement tactique à court terme et une victoire stratégique à long terme. Mais l'Ukraine n'est pas la seule force extérieure pouvant pousser l'armée de l'air russe à l'effondrement. Pendant des décennies, la Russie a dominé les exportations mondiales d'armes, notamment les avions de combat pour les ex-États soviétiques et le tiers-monde. Les avions de chasse russes offraient un rapport qualité-prix convaincant. Des plateformes raisonnablement performantes à une fraction du prix des appareils occidentaux, avec des exigences de maintenance relativement simples. De l'Inde à l'Algérie, de l'Égypte au Vietnam, de nombreux pays ont bâti leurs forces aériennes sur des modèles russes, mais la Chine est devenue la principale menace à la domination russe dans l'exportation aérospatiale. L'armée de l'air de libération du peuple dépendait autrefois des avions russes. Dans les années 1000, 990 et début, 2000 la Chine a acheté plusieurs chasseurs, Su-30 MKK. Ils peinaient à créer leur moteur à réaction et dépendaient beaucoup de la technologie russe. Aujourd'hui, la Chine produit le J-20 chasseur furtif, un avion de 5e génération, nettement plus performant que le Su-57 russe. L'industrie aérospatiale chinoise non seulement a rattrapé la Russie dans de nombreux domaines, mais l'a également dépassée en termes d'exportation. La Chine offre aujourd'hui des avions performants à prix compétitif, comme le faisait auparavant la Russie. Elle exporte des avions de 4e génération à des clients étrangers, avec le JDX déjà vendu au Pakistan et plusieurs autres pays, comme l'Égypte, l'Iran et l'Indonésie, qui évalueraient les chasseurs chinois pour de futurs achats potentiels. Le J-20 de 5e génération et son successeur, le J-35 approchent également de la production en série, le J-35 étant particulièrement remarquable, en tant qu'analogue potentiel occidental et une avancée évidente par rapport aux conceptions vieillissantes de la Russie. La guerre en Ukraine a aussi accéléré ce changement, en révélant les faiblesses de l'équipement russe en combat réel. Les pays qui observent les drones ukrainiens détruire systématiquement les chars russes et abattre les avions russes tirent des conclusions évidentes sur la vulnérabilité du matériel militaire russe. L'Inde, historiquement, l'un des plus grands clients d'armes de la Russie, a pris une décision significative en choisissant de nouveaux avions de chasse après avoir observé l'écart de performance entre les systèmes russes et occidentaux. New Delhi a préféré le Rafale au Sukhoi 57 russe. L'Égypte, qui utilise à la fois le Rafale et le Su-35, a conclu à travers des essais comparatifs que le chasseur français est nettement plus performant, voire plus redoutable. L'Inde envisage désormais prudemment de créer un chasseur furtif en réponse à l'entrée du JDX chinois au Pakistan et à la stagnation des exportations russes. Ce deuxième point est appuyé par la fondation Jamestown, qui a déclaré que les exportations d'armes russes se sont effondrées de 92% entre 2021 et 2024. Moscou a presque entièrement consacré sa production à ses besoins militaires, incapable de mener la guerre en Ukraine tout en honorant ses engagements à l'export. Les rares pays encore intéressés par les avions russes sont confrontés à une réalité difficile. La Russie ne garantit ni les délais de livraison, ni la disponibilité des pièces, ni un soutien continu. Le Su-57, principal chasseur russe de 5e génération, a peu été déployé, même en Ukraine. Les clients export pour cet avion ont presque disparu. L'Iran, souhaitant remplacer sa flotte ancienne, cherche activement à acquérir des Su-35 via sa coopération renforcée avec la Russie. Bien que l'Iran
et reçu ses premiers Su-35 fin 2024, la Russie a eu du mal à livrer la flotte attendue, à la suite de l'opération Ligne Montante menée par Israël, qui a démontré que les systèmes de défense aérienne russes S-300 pouvaient être complètement submergés. L'Iran a également commencé à explorer des alternatives chinoises en matière de défense aérienne. Pour combler les lacunes, Moscou n'a pas pu le faire. Les implications à long terme sont également problématiques. Plusieurs pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est exploitent des avions de l'ère soviétique qui arrivent en fin de vie. Nombreux affrontent des environnements à risque et doivent se moderniser. La Russie était auparavant leur fournisseur évident. Ils doivent maintenant choisir entre des avions chinois ou trouver le budget pour des alternatives occidentales plus chères. Pour la Russie, perdre ses marchés d'exportation ne touche pas seulement les revenus immédiats. Les recettes d'exportation ont historiquement financé la R&D des systèmes de prochaine génération. Privée d'exportation, la Russie verra sa capacité d'innovation et sa compétitivité technologique se dégrader. C'est un cercle vicieux. De mauvaises performances font perdre des clients. Moins de clients réduit le financement de la R&D, ce qui dégrade les performances des futurs avions. Quand on prend du recul et qu'on regarde l'ensemble de la crise de l'aviation en Russie, on voit apparaître un tableau composé de multiples échecs qui se renforcent mutuellement et convergent vers un point de rupture critique. L'Institut international d'études stratégiques a déjà livré une évaluation dévastatrice, selon laquelle la Russie manquera de chars pour alimenter ses opérations d'ici 2021. Cette évaluation pourrait aussi concerner les avions, et elle est peut-être encore plus sévère. Contrairement aux chars, des dizaines de milliers d'unités soviétiques sont stockées. Les dépôts demandent peu de remise en état, tandis que les avions nécessitent un entretien précis, des inspections fréquentes, et le remplacement de pièces à durée limitée. On ne peut pas simplement sortir un MiG vieux de 40 ans d'un entrepôt et s'attendre à ce qu'il soit prêt pour des missions de combat. Si l'Ukraine poursuit et élargit ses frappes en profondeur, la Russie aura des options en 2026. Option 1. Continuer à essayer de maintenir l'aviation militaire et civile à capacité réduite, en regardant les deux secteurs se détériorer progressivement jusqu'à ce que des défaillances catastrophiques forcent l'immobilisation totale des flottes. Option 2. Abandonner complètement l'aviation civile, en cannibalisant toutes les ressources possibles pour maintenir les avions militaires en vol pour l'effort de guerre. Cela laisserait le vaste territoire russe sans connectivité aérienne interne adéquate et signalerait une catastrophe économique à la population. Option 3. Renoncer à l'expansion de l'aviation militaire, maintenir une force de dissuasion minimale et tenter de reconstruire l'aviation civile avant l'effondrement de l'industrie. Cela reviendrait à renoncer à la capacité de mener des opérations offensives en Ukraine. Toutes ces options sont des variantes d'une défaite stratégique. Le scénario le plus probable est que la Russie ne choisisse consciemment aucune de ces options, mais oscille plutôt entre les trois, prenant des décisions au coup par coup selon les conditions de crise. Le résultat serait un effondrement progressif qui se déroulerait tout au long de 2026 et au-delà, avec des annulations massives de vols et des avions cloués au sol en grand nombre. Faute de pièces détachées, les chaînes de production resteraient à l'arrêt pendant des semaines ou des mois, et les taux de sortie en Ukraine diminueraient régulièrement. Merci de regarder. Pour comprendre comment l'Ukraine a réussi à dégrader systématiquement les capacités militaires de la Russie dans plusieurs domaines, regardez cette vidéo. Et pour rester informé de l'évolution quotidienne de la guerre et de ses implications pour la sécurité mondiale, abonnez-vous à The Military Show.